Il est 20h45, merci d'être avec nous. On est en direct, Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes avec Gabriel Cluzel dans ce studio et Nathan Devers. L'un des temps forts évidemment de cette journée, c'était la visite historique du pape sur l'île de Beauté. Nous l'avons suivi et émission spéciale depuis 18h tout à l'heure, puisque nous avons tiré les enseignements de cette visite historique. Nous avons vu le pape François échanger avec Emmanuel Macron. Ils sont restés un long moment ensemble dans une pièce à l'aéroport d'Ajaccio. Le Saint-Père est parti avec 3 quarts d'heure de retard, même 1h, 19h15. Il est désormais arrivé au Vatican et dans l'avion du retour se trouvait Jean-Marie Guénaud. Bonsoir Jean-Marie Guénaud, merci. Guénois, pardon, excusez-moi, merci d'être avec nous au téléphone. Vous venez d'atterrir, vous étiez avec le Saint-Père dans cet appareil, rédacteur en chef du Figaro chargé des religions, auteur de Pape François, La Révolution Gallimard 2000, qui était sorti, La Révolution aux éditions Gallimard en 2023. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé ce voyage, le retour. Alors c'est tout à fait normé, hein. On attend sagement que le pape termine ses entretiens avec les autorités publiques, en l'occurrence Emmanuel Macron venait de le dire. Et puis ensuite il y a le décollage, et là il y a ce qu'on appelle la traditionnelle, en tout cas on l'attend, la traditionnelle conférence de presse, où normalement le pape vient nous voir et donc répond à des questions de journalistes. Il ne vous a rien dit pour l'instant, c'est ça, Jean-Marie Guénois? Ce qui s'est passé, c'est que le vol était très court, en fait, 40-50 minutes. Le pape est effectivement venu nous saluer, nous remercier pour le travail fourni. Il a fait une petite allusion à ce qu'il avait dit d'ailleurs pendant l'homélie, à savoir qu'il avait vu beaucoup d'enfants en Corse, et ça l'avait vraiment réjoui, voilà. Et puis après il a écourté ce rendez-vous parce que effectivement le vol était en cours. Il ne voulait pas se lancer dans des réponses à des questions qui prennent au minimum une dizaine voire une quinzaine de minutes. Alors c'est très frustrant pour les 70 journalistes qui l'accompagnent, mais c'est ainsi. C'était un peu à prévoir d'ailleurs sur un vol aussi bref. Bien sûr, mais Jean-Marie Guénois, nous, ce qui nous intéresse aussi de savoir, bien sûr, le pape avait l'air heureux, il a remercié chaleureusement les Corses, mais on aimerait savoir de quoi ils ont pu parler avec Emmanuel Macron. Alors, il y a un communiqué de l'Élysée là qui est sorti là tout à l'heure, qui est très long, qui est quasiment un tour d'horizon planétaire de tous les sujets difficiles, évidemment, à commencer par Mayotte, mais en parlant également de l'Ukraine, en parlant du Liban, donc en parlant du réchauffement climatique. Bref, il y a vraiment, je vais pas faire le détail, bien il sûr. est accessible sur ces idées, mais donc ce qui se fait habituellement entre le pape et le chef d'État, c'est des tours d'horizon et surtout la constatation que sur un certain nombre de sujets diplomatiques, il y a une convergence entre la France et le Saint-Siège, voilà. Mais le point fort de cette rencontre, c'était l'après Notre-Dame de Paris, puisque nous sommes à 8 jours après l'inauguration de la restauration des travaux de Notre-Dame. Et là, effectivement, Emmanuel Macron a offert un livre de Peggy, un livre sur la restauration de Notre-Dame au pape, une sorte de clin d'œil après ce petit incident, en tout cas ce qui avait été perçu comme tel, l'absence du pape pour ce grand événement parisien. Vous croyez, Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef chargé des religions au Figaro, qui était dans l'avion de retour avec le pape, que c'est bon, les dossiers qui fâchent, je pèse mes mots, mais c'est vrai que l'absence du pape François pour la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris a été très mal perçue par Emmanuel Macron, qui tenait vraiment à la présence du pape, qui lui a opposé une fin de non-recevoir. Et le pape est allé à Marseille également. Il a commencé par dire qu'il était à Marseille. Ouais, est-ce que ça y est, est-ce qu'ils sont rabibochés, Jean-Marie Guénois? C'est sûr, ça commence à faire beaucoup, parce que en 2015, le pape était allé à Strasbourg, il n'était pas allé en France officiellement. Marseille, l'année dernière, il va à Marseille, il va pas en France officiellement. Et à nouveau, la Corse, une semaine après le refus de Notre-Dame de Paris, ça fait beaucoup. Il y a eu un froid, évidemment, non pas de la part du pape, mais de la part d'Emmanuel Macron, évidemment, qui a mal pris cette attitude du pape. Maintenant, il n'y a rien de grave. Les deux hommes, quand même, sont une forme de sympathie. Emmanuel Macron est toujours très politique, et comme tous les politiques, il n'y a pas que lui sur la planète. Quand il voit le pape, il veut que ça se sache et que on comprenne à travers ça que voilà, les catholiques seraient bien traités, etc. Mais il y a des vrais sujets de désaccord sur les questions d'euthanasie, notamment sur la question de l'avortement.
le Vatican le pape en personne est très impliqué contre ces évolutions que la France promeut. Donc, sur le fond des sujets, il y a certaines convergences diplomatiques, il y a de grosses divergences sur les questions éthiques, et puis il y a une forme de sympathie du vieil homme pour le jeune président. Oui, voilà, bien sûr. Qui voit un peu un vieil oncle, je sais pas, un vieux sage, et qui aime sa compagnie, puisque c'était la 6e fois qu'ils se rencontraient. Oui, effectivement, il y avait des sourires et des échanges d'accolades avant que le Saint-Père ne monte dans son avion. Merci infiniment Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef chargé des religions au Figaro. Merci d'avoir témoigné. Vous attendez donc la conférence de presse. Que se sont-ils dit? On le saura peut-être dans les toutes prochaines minutes. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, 20h51 sur Europe 1. Que dire de cette visite historique du pape en Corse? Comment la qualifier peut-être aujourd'hui? Est-ce que ça a fait du bien, Gabriel Cluzel? Oui, alors, il y a un vrai contraste. On a parlé de Mayotte. Il y a 2 îles, Mayotte et la Corse. Il y en a une qui est dans le désarroi et il y en a une autre qui est dans la joie. Donc la Corse, c'est vrai que nous a mis du baume au cœur. Mais je trouve très intéressante toute cette visite. Alors, le pape, je crois que c'est Bruno Retailleau ou c'est le président? J'ai pas bien compris. Qui a offert un livre de Charles Péguy au pape. C'est le président, avant que le pape remonte dans l'avion. Bruno Retailleau, mais je me suis peut-être trompée. Voilà. Oui. Alors, parce que le pape aime beaucoup Charles Péguy, il aime beaucoup Léon Bloy également. Je crois qu'il aime Huysmans, donc il aime un certain nombre d'écrivains français. Alors c'est vrai qu'il tient la dragée haute d'Emmanuel Macron. Parce que vous avez raison, on dit qu'il aime pas la France, il est quand même allé 3 fois en France, donc pour quelqu'un qui n'aime pas la France, il y va quand même pas mal. Mais Emmanuel Macron a du mal à l'attirer à lui. Il y a eu Notre-Dame, et puis là, Emmanuel Macron a dû attendre la fin de la messe. Je sais pas si vous avez, c'est comme quelqu'un de pas très patient, a priori, et il a quand même dû attendre que le pape François finisse sa messe. Bah oui, on n'allait pas interrompre le pape pour aller discuter avec Emmanuel Macron. Donc ça, c'était le côté un petit peu amusant. Et puis ce pape, on voit à travers cette visite en Corse qu'il est très paradoxal et que sans doute on le caricature beaucoup parce que on le décrit comme un mondialiste, comme un pape pro-migrant, pas très tradit entre guillemets. Et là, le catholicisme corse, il est identitaire, enraciné, traditionnel. C'est mêlé l'identité corse avec le catholicisme. Leur Salve Regina, c'est leur hymne national. Et ils l'ont chanté à la fin, quand le pape est parti. Donc on voit que tout cela n'est pas si simple. Et vous savez, on parlait de l'avion, ce qui s'est dit dans l'avion. Une fois, il avait dit, le pape, en 2019, il y avait un journaliste italien qui lui avait confié un bouquin qui s'appelait Sauvons l'Europe. Et il avait dit, l'Europe n'a pas mis les racines chrétiennes dans sa constitution. Il avait terminé en disant tant pis pour elle ou quelque chose de ce type-là. Donc, vous voyez, le pape, on ne sait pas bien ce qu'il pense de l'Europe. On dit qu'il aime pas l'Europe parce qu'il aime les périphéries, mais en fait, il est peut-être plus enraciné sur ce plan-là qu'on ne l'imagine. Et puis, dernier point, moi, ça m'a beaucoup amusé. Il a dit, je vois beaucoup d'enfants en Corse, Jean-Marie Guénois. Et c'est vrai, là, moi, je le dis souvent parce que c'est un milieu que je connais un petit peu. Il y a une forte vitalité démographique chez les catholiques français, notamment pas seulement corse, partout. Et c'est intéressant de voir que le pape l'a vu. Oui, c'est vrai, il a salué effectivement les petits, laissez venir à moi les petits enfants. Nathan Devers, cette visite du pape, comment la qualifier aujourd'hui? Déjà, ça me fait plaisir d'entendre Gabriel faire cet éloge de la complexité du pape. Mais non, je crois que cette visite en Corse, il y a un enjeu qu'on n'a pas forcément beaucoup dit, mais qui est aussi un enjeu presque de testament ou de succession. C'est-à-dire quand même que l'évêque d'Ajaccio, le cardinal Bustillo, qui est cardinal depuis 2023, qui est le plus jeune cardinal actuel, qui a été nommé évidemment par le pape François, serait manifestement l'héritier de François. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de cette visite du pape en Corse. Il n'est pas encore un petit peu jeune, ce cardinal ? Manifestement, le pape François, en tout cas, l'aime beaucoup. Il se murmure au Vatican qu'il a beaucoup d'avenir, ce cardinal, que l'idée qu'il puisse être désigné comme pape plus tard n'est pas délirante. Et en tout cas, c'est lui qui a eu l'idée de ce déplacement. C'est lui qui l'a annoncé publiquement. C'est lui qui a fait créer un site internet sur le déplacement avant même que le déplacement ne soit complètement officialisé. Donc, je crois que le message implicite qui est adressé à tous les cardinaux, c'est voici le cardinal que j'ai écouté alors que j'ai un âge assez avancé, etc.,
pour faire il va bien le pape déplacement. François, hein, bon. Non, bien sûr, mais c'est toujours important quand on dirige une grande organisation, vrai, a fortiori l'Église, que de penser à sa postérité. Deuxièmement, j'ai trouvé que le pape a dit des mots très importants sur la laïcité. Il a dit que la laïcité, ça devait pas être le contraire de la religion. Que la laïcité, ça devait être dynamique, que ça devait pas être statique, et que ça devait pas être l'aveuglement du fait religieux. Je crois que quand il dit ça en France, il pointe quelque chose d'extrêmement important. Il est vrai qu'en France, il y a énormément de gens qui pensent que la laïcité doit aller vers l'effacement du fait religieux, une sorte de conscience comme ça, laïcarde, anticléricale. Ce n'est pas la même chose. Et je crois que les paroles du pape doivent être entendues. Et qu'en effet, ça dit quelque chose peut-être de son lien à l'Europe. Maintenant, malgré tout le bien qu'on peut penser de ce pape, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'est pas venu à Notre-Dame. Notre-Dame, je suis désolé, c'est quand même pas rien dans l'histoire de France, bien sûr, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du catholicisme, dans l'histoire de la grandeur de tous les gens qui ont pu prier, qui ont pu être inspirés par la parole du Christ. Je ne comprends pas que le pape ne soit pas venu et que donc Emmanuel Macron ait accepté de faire le déplacement comme ça sur un aéroport, comme si vous voulez, l'événement était oublié, l'événement de l'absence du pape à ce moment central et profondément émouvant qu'a été la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. C'est assez marrant parce que j'avais donc de 18h à 19h Monseigneur Rouget qui disait mais c'est pas du tout une histoire cette histoire de Notre-Dame, le calendrier, l'agenda du Saint-Père était trop plein, c'était impossible qu'il ne soit pas à ces rendez-vous. Il a cité effectivement la litanie des rendez-vous du pape, Gabriel Cluzel, peut-être juste moi j'aime beaucoup Monseigneur Rouget, mais vous savez il y a une chose qu'on appelle pour parler de langue de bois pour le clergé, on parle de langue de buis. Donc c'est joliment dit, je ne connaissais pas cette expression, langue de buis. J'adore. Voilà, alors peut-être que c'est très joli. C'est joli, n'est-ce pas? Il a voulu être diplomate, ménager les uns et les autres. Voilà, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Nathan Devers, c'est une vraie question. Il y a une raison. Mais bien on peut sûr, pas imaginer qu'il ait eu autre chose à faire, un menhir à livrer, que sais-je, le pape ce jour-là. Il y a eu une vraie raison pour qu'il ne soit pas là. Bien sûr. Et quand il était venu à Marseille, il avait dit: je viens à Marseille, je viens pas en France. Alors, qu'est-ce qu'il a contre la France? On lui a rien fait. On a peut-être une compréhension un peu trop rigide de la laïcité à ses yeux. D'accord, on peut le discuter, mais on ne lui a rien fait et on n'a rien fait à l'Église. Mais peut-être qu'il est déçu. Quand même insultant, la France était la sœur aînée de l'Église, elle ne l'est plus. La fille aînée de l'Église. Qu'est-ce que j'ai dit? La sœur, mais c'est un peu pareil. Quand on est une fille, on a un peu une sœur aussi. Mais non, mais bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'Emmanuel Macron lui a demandé. Il faudrait qu'il lui dise. Mais est-ce que vous avez une dent contre la France? Ce serait intéressant d'avoir ça. Peut-être qu'ils se sont dit ça. C'est de la langue de buis. J'adore ça. J'adore cette expression. Je ne sais pas si vous connaissiez, chers auditeurs tu connais Nathan Devers, la langue de buis, Anthony Kazmarek. Non plus. J'adore la langue de buis, mais j'adore cette expression. Je vous garantis, je vais me l'approprier. Si vous permettez, Gabriel. Oui, c'est pour ça. Il est 20h58. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel, Nathan Devers. C'était un plaisir.